On en abuse. On en abuse en volume, si vous voulez. Et selon le conseil de certains nutritionnistes, dont le docteur Bonan, que nous allons entendre, eh bien, le magnésium, à son sens, ne pénètre pas suffisamment dans les cellules. Alors, pas la peine d'en prendre des tonnes et des tonnes. L'essentiel est de l'associer notamment au silicium, qui joue le rôle de régulateur en favorisant un meilleur passage du magnésium dans nos cellules. On écoute. D'après les études, la silice, qui est déjà utilisée pour ses vertus de supraconductrice, joue un rôle régulateur au niveau du passage cellulaire des minéraux, notamment le calcium et le magnésium. Il permet ainsi d'évacuer l'excès quand il y en a et aussi de faciliter le passage cellulaire qui souvent, avec le temps ou sous diverses conditions, se fait moins bien. Parfois, il y a des sources de magnésium inattendues, certains antiacides fréquemment utilisés qui en contiennent beaucoup, certaines eaux riches en magnésium peuvent en apporter beaucoup et quand les gens conjuguent tout ça, on se retrouve finalement plus en excès qu'en manque. Mais comme c'est à peu près la même symptomatologie, ce qui est logique, souvent c'est comme ça dans la nature, on reproduit aussi bien par le manque que par l'excès les mêmes symptômes. Pour éviter cette inversion systématique liée à un excès, je donne toujours la cure de magnésium à dose faible, un comprimé suffit en général, associé au la silice colloïdale qui permet d'éviter cette inversion systématique des cures de magnésium. Ça évacue l'excès et ça le fait rentrer dans la cellule, ce qui ne se passe pas toujours très bien en général. Donc ça permet d'avoir un effet constant de la cure et de pouvoir la prendre facilement. Très bien. Alors comment utiliser dans l'avenir le silicium, Il agit, on l'a vu, sur le ras, sur le tissu osseux, le tissu dur, donc pourquoi pas des terrains d'application sur l'ostéoporose, mais il agit également sur les tissus mous. C'est quoi les tissus mous? C'est les artères, le système veineux. Et en améliorant la souplesse, l'élasticité des tissus, eh bien, il pourrait à terme être utilisé dans la prévention des maladies neurodégénératives, ce qui intéresse fortement les chercheurs aujourd'hui, on le sait. Bon, le silicium, il ne faudra pas recommencer avec le silicium, ce qu'on a fait avec le magnésium, on a abusé, c'était devenu une tarte à la crème. Oui, acheter des petits comprimés de magnésium pour se complémenter. Oui, tout le monde n'a pas besoin d'être complémenté en magnésium aussi, donc on le trouve également dans l'alimentation, le magnésium. Alors, un oligo-élément, c'est bien sûr, vous le savez, mais c'est inutile de vous le rappeler, un élément chimique comme le fer, le cuivre, le zinc, que l'on trouve un peu partout dans certains produits et ça sert au métabolisme des êtres vivants. Alors, à petite dose, à forte dose, ça peut être dangereux. Voilà. Voire inutile, voire dangereux. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. La météo? Ah, c'est bien la météo. Moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'aime bien. Et c'est Lolo qui va vous expliquer ce qu'il entend par métabolisme. Bon, enfin, on fera ça tout à l'heure. Pour l'instant, on parle de pluie. Oui. Il s'en va. C'est quoi le mot? Ciao. Allons-y. Bon, là, alors la pluie traverse. Alors c'est assez discret, c'est une perturbation qui donne beaucoup de nuages, c'est vrai. Elle s'évacue tout doucement. Bonne nouvelle, ça s'améliore en Méditerranée. Et puis l'autre info de ce début de journée, c'est que ça va se rafraîchir dès cet après-midi et puis au cours des jours à venir. Vous voyez, c'est un flux nord qui s'oriente sur nous, alors avec la traversée du front qui se disloque carrément. À l'arrière, il y a beaucoup d'humidité. Et puis quelques averses à craindre près de la Manche pour cet après-midi. En attendant ce matin, beaucoup de grisailles, des brumes et des brouillards qui se forment assez fréquemment. Certains nous ont été signalés du côté de Tours, à Clermont-Ferrand, des brumes sur la Charente, du côté de Cognac. Et puis autour de la Méditerranée, la retour de belles éclaircies qui se confirmeront cet après-midi. Le vent soufflera à 70 km/h et puis le vent de nord sur la Haute-Normandie. Les températures de ce début de matinée, plutôt agréables pour le moment sous les nuages, 3 à 13 degrés cet après-midi. Ça va baisser sur pratiquement tout le territoire, mais surtout au nord, 8 degrés au nord de la Seine, 10 à Paris et jusqu'à 19 sur le comté de Nice ou encore le sud de la Corse. À tout à l'heure. Publié à propos de l'adoption, la France serait le deuxième pays au monde à adopter le plus d'enfants étrangers après les États-Unis. Et on en profite ce matin pour aborder ce sujet, mais d'une manière totalement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Sur ce thème-là, loin de nous l'idée de jeter la pierre sur ceux d'entre vous qui ont choisi d'adopter, bien au contraire, mais on avait envie d'entendre le son de ceux qui sont adoptés et qui ne vivent pas toujours les choses de manière aussi angélique
qu'on pourrait les présenter. C'est le cas de Barbara Monestier qui est avec nous ce matin et qui a écrit un très joli livre, très émouvant, très poignant. Nous allons écouter le témoignage de Barbara qui raconte que les choses au quotidien, quand on est adopté, ne sont pas toujours faciles et qui n'hésite pas à jeter un pavé dans la mare, quitte à choquer peut-être certains d'entre vous, voire même ses parents adoptifs, puisqu'elle n'hésite pas à leur reprocher un certain nombre de choses et à dire qu'elle-même est entrée en rébellion contre tout cela. On va en parler avec elle et c'est l'occasion pour nous de nous poser des questions sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est déjà pas évident d'élever des enfants biologiques. Alors avec des enfants adoptifs, c'est pas facile non plus, vous l'imaginez. Comment être sûr de ne pas commettre d'impair? Comment trouver les mots justes dès l'arrivée de l'enfant dans une famille et dans un pays inconnu, a fortiori? Comment les rassurer, les entourer? Comment éviter certaines erreurs que l'on fait peut-être naturellement en se croyant très généreux? On va en parler dans un instant avec Barbara. C'est un dossier qui a été préparé par Marc Choquet, son premier. Bravo Marc. On va en parler avec donc Barbara Monestier, auteure de Dis merci. C'est le livre dont que nous allons évoquer dans un instant, publié chez Anne Carrière. Et puis Fanny Cohen-Herlem, pédopsychiatre, bonjour, et auteure de L'adoption, comment répondre aux questions des enfants. On va donc parler de tout ça, mais on va commencer tout de suite par un témoignage, avant celui de Barbara Monestier, le témoignage de Madame Wong. Exactement, voilà. Le témoignage, c'est que je suis allé pour vous donc à Pizé. C'est un charmant petit village dans l'Ain, 600 habitants à peu près. Donc j'ai rencontré monsieur et madame Wong. Il est comptable, elle est institutrice. Leur histoire commence au niveau de l'adoption. On est en 1982. 3 ans de démarche. On le sait, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans l'émission sur le thème de l'agrément parce que c'est vrai qu'on le sait que l'adoption c'est compliqué, c'est long, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la relation qu'ont les enfants avec les parents. Monsieur et madame Wong sont à Roissy. Un petit coup d'œil sur le panneau des vols. L'avion en provenance de Corée n'a pas de retard, tout va bien, on sent le cœur qui bat pour monsieur et madame Wong. Leur témoignage est très touchant et très fort. Ils ont adopté 3 enfants qui viennent de Corée. On réagira certainement à leurs propos juste après ce reportage que j'ai été faire pour vous. On sent la pression quand même, un petit peu, vous avez un petit peu peur, on sent la pression parce dans que votre... c'est un sujet sur lequel je suis depuis un mois. J'ai appris beaucoup de choses sur l'adoption et je voudrais vraiment qu'il n'y ait pas d'amalgame parce que je sais qu'il va y avoir, et Yves va nous le confirmer, beaucoup d'appels au standard, j'en suis persuadé. Donc on va essayer vraiment d'être le plus large possible. On sait que l'adoption c'est angélique, on sait que voilà, on a bien compris. Voilà. On va regarder votre reportage et on en parle après. C'est une très bonne initiative. Heureusement que vous êtes là, Sophie. Heureusement. On est allé la chercher à l'aéroport de Roissy. Elle est arrivée avec plusieurs enfants qui venaient de l'orphelinat de Séoul, en Corée. Elle ne devait pas être abandonnée depuis longtemps, donc je pense qu'elle avait encore l'image de ses anciens parents. Donc quand elle nous a vus, elle a dû dire en coréen à la directrice de l'orphelinat que nous n'étions pas ses parents. Et en fait, à ce moment-là, la directrice de l'orphelinat l'a tenue... fermement, elle lui a parlé en coréen, je suppose, en lui expliquant que nous étions ses parents. Et en fait, elle m'a dit après, prenez-la vite dans vos bras et emmenez-la. On a besoin d'enfants. Oui, ouais. Donc l'enfant est là parce qu'on le souhaite et on le veut. Donc c'est vraiment un peu égoïste déjà. Donc c'est pas pour dire faire une œuvre charitable ou humanitaire. Non, c'est pas ça. C'est un peu égoïste, c'est un besoin personnel. Bon, nous, on n'a pas eu d'enfants parce qu'on avait des problèmes de stérilité, je veux dire, mais ils le savent très bien, parce qu'on leur a dit. Ils savent très bien que ils peuvent faire des recherches. Nous, on leur a dit qu'il n'y avait aucun problème, qu'on est vraiment conscient et sûr de l'amour qu'ils nous portent, et que même si, moi je dirais par bonheur, ils pouvaient retrouver leurs parents biologiques, ce serait qu'un plus pour eux, et encore plus de bonheur pour nous, pour que... Non, tu crois pas ? Donc voilà une famille où il n'y a pas vraiment eu de problème de communication. Il n'y a pas vraiment eu de problème de communication parce que c'est vrai que monsieur et madame Wong ont décidé dès le départ de communiquer, de le dire, contrairement à vous, Barbara, dans votre livre, où vous l'avez plutôt appris tardivement. Il y a un mot qui est important au niveau de l'adoption, c'est le mot de l'infertilité. Ça, c'est un mot qui... Vous ne saviez pas que votre maman... Attendez, on va interviewer Barbara. Je voudrais juste qu'on salue Yves Carra, s'il vous plaît, Marc. Bonjour Yves. Bonjour Sophie. On a dit qu'il y avait beaucoup eu d'appels sur ce thème-là, d'ores et déjà. Vous le confirmez, Yves? C'est vrai que c'est un angle concernant l'adoption qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, le témoignage des enfants, comme ça, comment ils le vivent. Exact. C'est peut-être pour ça qu'on réagit. Oui, là on est après l'adoption. On a eu beaucoup d'appels jusqu'à maintenant sur
Marc l'a dit, toutes les démarches administratives et les problèmes. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui, ce sera sûrement l'objet d'un autre dossier. Là, c'est après l'adoption, l'enfant est arrivé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas toujours tout rose, effectivement. Annie, qui a 62 ans aujourd'hui, qui habite à Bidart, merci de nous regarder et d'appeler. Elle a été adoptée en 1943 et elle a appris qu'elle avait été adoptée uniquement à l'adolescence. Donc, son message, c'est ne cachez pas la vérité, dites-le tout de suite. Parce que ça a été un traumatisme. Mais aujourd'hui encore, Annie, c'est ce que vous nous dites, à 62 ans, elle se remet encore en question. Elle n'a pas totalement digéré cette information arrivée trop tard. Et puis Marie-Thérèse, qui a 60 ans aujourd'hui, lorsque l'on adopte, elle a adopté il y a donc longtemps, c'est tout beau, tout rose, pour l'entourage. C'est important de parler de l'entourage. Et puis quand les problèmes psychologiques arrivent, parce que c'était son cas, ils sont arrivés, et elle nous dit que c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres personnes. Au moment de l'adolescence en général. Au moment de l'adolescence, l'entourage dit « Ah, de toute façon, elle l'a voulu, elle le garde et elle se débrouille ». Donc il y a un petit peu un rejet quand il y a des problèmes, et on est tout de suite moins entouré. Curieusement. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. Et par ailleurs, les psychologues ne lui ont pas dit quel problème elle risquait d'avoir ensuite par la suite. Voilà. Donc voilà. Elle se retrouve un peu seule quand il y a des problèmes. Les problèmes, ils existent de toute manière avec des enfants biologiques, notamment au moment de l'adolescence. Donc, de toute façon, on en a des problèmes. Alors, le problème est de savoir si, quand on a des enfants adoptés, quand on adopte des enfants, si les problèmes sont amplifiés, s'ils sont différents. C'est de cela, évidemment, que l'on parlera avec vous tout à l'heure. On va écouter le témoignage de Barbara. Donc, je crois que vous le saviez que vous étiez adoptée. On ne vous l'a jamais caché. On n'a pas pu me le cacher puisque j'avais 4 ans et demi et que je me rendais bien compte que je partais pour un autre pays et que le monsieur et la dame qui sont venus dans le foyer m'emmenaient en France, dans un pays inconnu. Donc vous habitiez au Chili ? Oui. Dans des conditions assez précaires ? Oui. Mais vous aimiez votre vie ? J'avais pas du tout la notion de la pauvreté, j'avais pas du tout la notion de précarité. Donc oui, j'étais bien, il y avait de l'affection, il y avait tout ce dont j'avais besoin, enfin, tout ce que je connaissais, donc voilà. Donc sans eau, sans électricité. Vous aviez une nounou ? C'est oui. Quoi, parce que votre mère vous avait... abandonnée quasiment à la naissance. Ouais. Et donc elle m'avait placée dans un foyer d'accueil en fait. Et c'est la DAS chilienne en fait, la Sename. Et la nounou, c'est la personne qui s'occupait de nous. Elle avait un certain âge, donc on savait que c'était pas notre maman. Mais en même temps, ça nous convenait très bien comme ça. Et il y avait 10 autres enfants et voilà. Donc à 4 ans et demi, est-ce qu'on vous dit, avant que vous rencontriez ce couple, que vous allez partir, que vous allez quitter votre pays ? Est-ce qu'on vous prévient ? Est-ce qu'on vous alerte ou pas du tout ? Alors, dans mon cas, moi, on ne m'a pas du tout prévenu, on ne m'a pas du tout dit, voilà, tu vas être adoptée. Et des gens, un monsieur et une dame, vont devenir du jour au lendemain ton papa et ta maman, ce qui implique beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Donc vous les voyez arriver, comment ça se passe, la rencontre ? Dès que je les ai vus, en fait, j'ai compris, parce qu'il y avait un garçon qui était parti quelque temps avant, qui s'appelait Lucho. Et donc j'ai compris que j'allais partir que ça allait être à mon tour, en fait, que j'allais être emmenée à mon tour ailleurs et que j'allais quitter tout ce que je connaissais déjà. Donc vous avez vécu ça comme un enlèvement, quoi, en fait. Tout à fait. C'était pas comme un soulagement, mais comme on vous arrachait à ce que vous aimiez. Tout à fait. Je prenais conscience que tout ça allait être terminé, ma nounou, les autres enfants avec qui j'étais, ça allait être complètement terminé, et que je ne reverrais plus le Chili, que je ne reverrais plus tout ça, puisqu'on me disait on va partir en France, dans un pays loin. Et voilà, c'était... Et que vous ont dit vos parents adoptifs à ce moment-là ? Est-ce qu'ils ont compris que vous vous sentiez enlevé ? Ou au contraire, est-ce qu'ils vous ont tenu un discours hyper rassurant en disant mais tu vas quitter tu vas maintenant habiter dans un bel appartement, tu vas avoir tout le confort nécessaire. Comment ils vous ont accueilli ? Alors bien sûr, ils ont essayé de me rassurer. Je pense qu'ils n'ont pas pris conscience à quel point je vivais un vrai déchirement intérieur, que j'avais vraiment très peur. Ils devaient se dire, voilà, c'est normal, elle ne nous connaît pas, donc elle n'ose pas venir vers nous. Donc je pense qu'ils pensaient ça. Et puis jusqu'au jour où donc on est arrivé en France, où ils se sont vraiment rendus compte que je demandais tous les jours, tout le temps, la nuit, le jour, de retourner au Chili et que c'était impossible maintenant, parce qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Parce que ça s'est manifesté tout de suite par quoi ? Par des crises de larmes, par des cauchemars, pas pouvoir dormir, des colères, des pleurs, des moments de fusion avec ma mère, puis des moments de rejet très rapidement, tout ça. Comment est-ce qu'ils ont essayé de compenser en vous gâtant à l'excès, en vous couvrant de cadeaux Alors, pour moi, c'était vraiment de l'excès. Je ressentais vraiment ça comme un trop-plein. Maintenant, on a l'occasion un peu de discuter. Il m'explique qu'il ne m'avait pas donné tant que ça. Mais que pour moi, qui venait qu'il n'y avait rien, enfin, on se lavait les cheveux dans des feuillets, dans des trous. Et du coup,
tout devenait énorme. Une dinette, des habits, des chaussures, tout devenait complètement énorme. J'insiste là-dessus parce qu'évidemment, on en reparlera avec vous, et avec un regard de psy là-dessus. C'est vrai que ça fait partie des erreurs que l'on commet en croyant bien faire et qui peuvent extrêmement choquer. Alors, vous dites ce livre va bousculer pas mal de gens, à commencer par ma maman. Vous dites que votre mère était excédée, désespérée par vos réactions. Je ne correspondais pas du tout à ce dont elle avait rêvé. Et notre relation a très vite dégénéré. Vous dites un peu plus loin, à peine rentrée à la maison, à la première remarque de ma mère, je rétorquais violemment, tu n'es pas ma vraie mère. Alors à bout d'exaspération et de souffrance, elle me répondait, si tu crois que moi, j'avais envie d'avoir une fille comme toi. Et là, ça a dégénéré comme ça depuis le CM2. C'est extrêmement violent. Donc vous avez souffert, mais eux aussi, non seulement ils ont souffert certainement de vos réactions, et à la lecture du livre, comment a-t-elle réagi? Alors au départ, elle ne voulait pas le lire. Puis après, on a un petit peu discuté. Je lui ai dit que ce n'était pas du tout pour un règlement de compte. Au contraire, c'est pour qu'on comprenne un petit peu ce qui nous habitait tous les deux, pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi il y a eu des maladresses. Du coup, elle l'a lu, on en a beaucoup discuté. Et donc finalement, elle l'a plutôt bien accueilli. Est-ce qu'elle vous a amené voir un psy quand vous étiez petite? Est-ce qu'elle a demandé de l'aide? Ah oui, elle a essayé plein de fois. On est allé en voir plein. Moi, je refusais en revanche. Est-ce qu'elle a compris votre réaction? Est-ce qu'ils se sont remis en question, remis en cause, qu'ils se sont dit on a commis trop d'erreurs, ou c'est elle qui est décidément trop rebelle? Comment ont-ils analysé tout ça? Alors, mon père s'est remis un peu en question, il s'est un peu surpassé par rapport à ça. Ma mère, en revanche, remet tout soit sur ma souffrance et sur le fait que j'étais une pauvre petite fille du Chili, que c'était trop dur pour moi. Et donc, voilà, ou soit c'est comme ça et... Elle est rebelle, c'est aussi dans son... Donc voilà. Votre père, d'ailleurs, vous a poussé à écrire ce livre. Voilà, mon père m'a poussé à écrire ce livre, m'a beaucoup encouragé à le faire, et pour justement rétablir, parce qu'on n'avait pas envie qu'il y ait une rupture totale dans la maison. Pourquoi vous l'avez intitulé « Dis merci » ? Parce que ce soit surtout l'entourage, comme disait cette dame, qui dit mais tu devrais dire merci, tu connais pas la chance que tu as, tes parents font tout ce que tu peux, mais est-ce que tu te rends compte, tu as des vacances au ski, tu as ceci. Et c'est vrai, j'avais tout ça, mais avec une souffrance qu'on n'arrive pas à exprimer parce qu'on a très mal, et en même temps on sait qu'on a de la chance par rapport à ce que on aurait pu vivre si on était resté dans nos pays d'origine. Donc voilà, donc cette phrase de dire merci et de nous montrer tout le temps la chance qu'on a, en fait elle devient à un moment donné insupportable, et du coup on fait tout pour devenir odieux aux yeux des autres, pour justifier ce qu'on est, notre souffrance. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui adoptent en général aujourd'hui, Barbara? Qu'est-ce que je pense des gens qui adoptent en général? Je ne sais pas, je leur souhaite de faire ça vraiment dans une démarche claire et posée, en s'étant posé de bonnes questions. En connaissant tous les problèmes. Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants, vous? J'espère que je serai prête un jour pour avoir des enfants. Et d'en adopter? Je ne sais pas. C'est une question que vous ne vous êtes pas encore posée. Un petit peu, mais j'attends d'avoir bien réglé un peu tout, que tout soit un peu apaisé. Yves Carra, je crois qu'on réagit vraiment beaucoup. Oh oui, c'est le beau témoignage, celui de Barbara. On a aussi de belles phrases au José avec un E, qui habite à Toulouse. L'adoption, ce sont deux problèmes qui se rencontrent, l'infertilité et l'abandon. J'ai beaucoup aimé cette phrase, je voulais vous la faire partager. Et vous disiez, Marc, tout à l'heure, qu'on ose très peu aborder ce sujet de l'infertilité, justement. On ose très peu en parler après. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est votre cousine. Hein, dans le livre, vous aviez 10 ans. Et là, votre cousine vous dit, tu sais que ta maman n'a pas pu avoir d'enfant, etc. Et là, vous êtes un petit peu... c'est le mot en lui-même, déjà, vous ne le connaissiez pas, ce qui est tout à fait normal et logique quand on est un enfant. Mais quelle a été votre réaction quand votre cousine vous a dit ça? Question courte, Marc, des questions courtes, sinon elle va pouvoir répondre. Et donc, petite question. Il faut que je le casse. Alors, en fait, comme jusque-là, quand je demandais mais pourquoi vous êtes venu me chercher au Chili, pourquoi t'aurais pas pu rester parce que ta nounou était trop âgée, t'aurais pas pu... T'aurais pas été heureuse, t'aurais pas eu tout ce que tu as maintenant. Voilà pourquoi on est venu te chercher. Donc c'était pour moi, de leur part, que des choses positives. Et c'était moi qui étais nulle et qui ne pouvais pas accepter le bonheur qu'on m'offrait. Du coup, quand on m'a annoncé que c'était parce qu'elle ne pouvait pas revoir d'enfant, ce qui est faux d'ailleurs, que j'ai appris récemment. Oui. Et du coup, mais je l'ai appris très récemment. Et du coup, je suis arrivée en disant, ah ben voilà, vous dites que c'est... que vous avez tout fait par générosité, mais c'est parce que vous aviez un problème vous-même. Voilà.
Yves Carra, d'autres réactions? Oui, Nathalie qui a aujourd'hui 33 ans, qui habite dans le Calvados, qui nous regarde et qui a appelé, adopté, elle a connu des difficultés à l'adolescence, là on y revient. Surtout à l'école où dans les années 70, l'intégration en classe était difficile. Finalement, les problèmes d'intégration se situent à tous les niveaux. Sa mère adoptive était très dure avec elle. « Tu n'es pas de mon sang, tu n'es pas ma fille », lui disait-elle. Donc pourquoi est-ce que très dur, hein. Donc, pourquoi est-ce qu'elle l'a adoptée, c'est la question. Ouais, hein. Donc aujourd'hui, tout va bien, nous dit-elle, mais elle est quand même partie très loin de sa famille, elle ne la voit plus. Et puis un témoignage très intéressant de Sébastien qui a été adopté, né sous X. Donc beaucoup de problèmes là aussi à l'adolescence avec ses parents, surtout avec sa mère. Et ils ont commencé à être très proches et à se retrouver, ce sont ces mots, quand il a commencé à faire les démarches pour retrouver ses origines. Donc c'est là où ils se sont retrouvés. Vous êtes comment avec votre mère, vous, aujourd'hui, Barbara? Mieux, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ça vous a fait du bien. Alors, je voudrais l'avis de Fanny Cohen-Herlem. Donc, vous êtes pédopsychiatre. Oui. Que pensez-vous de ce que vous venez d'entendre? Est-ce que c'est un témoignage qui rejoint celui des enfants que vous recevez, que vous aidez? Alors oui, en partie, parce que ce qu'on peut dire quand même, c'est que les choses ont changé. C'est-à-dire que à l'époque où Barbara a été adoptée, je dirais les parents étaient extrêmement peu préparés et les enfants non plus. Alors je ne dis pas que dans tous les pays, les enfants sont préparés maintenant, mais il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits et du côté de la France et des travailleurs sociaux, il y a quand même quelque chose qui se passe actuellement où on explique quand même mieux aux parents ce qui va se passer, les difficultés des enfants. Et puis il y a des lieux où les parents peuvent venir et effectivement parler de leurs difficultés. On parlait tout à l'heure des problèmes qui s'expriment à l'adolescence déjà avec nos enfants naturels et biologiques. Est-ce qu'ils sont différents les problèmes qui se passent à l'adolescence quand on a été adopté? Alors, ils ne sont pas différents, mais il y a une couleur différente, si vous voulez, parce que l'adolescence, c'est vraiment un moment de conflit, de rupture. On a envie de montrer qu'on est indépendant et donc on se bat contre ses parents, en quelque sorte, hein, entre guillemets. Alors, quand on a été adopté, la difficulté, c'est de pouvoir entrer en conflit avec ses parents, mais je dirais en sachant ou en ne sachant pas si on va de nouveau être abandonné, si la rupture sera réelle. Un enfant, on va dire biologique, il se bat contre ses parents, il s'oppose et en général, au bout d'un moment, il revient parce qu'il sait que ses parents sont toujours là. Quand il y a eu une rupture, quand il y a eu un abandon, l'enfant peut toujours se demander mais si je m'élève contre eux, est-ce qu'ils ne vont pas me lâcher ceux-là aussi? Donc ça donne quelque chose de plus compliqué. Monsieur, pardonnez-moi, monsieur et madame Wong me confiaient justement que pendant l'adolescence, les enfants se posent beaucoup plus de questions. Oui. Et quand on est parent, quand l'enfant arrive à cette période de l'adolescence, les parents oublient même qu'ils ont adopté. Oui, tout à fait. Je crois que ça c'est intéressant. Et en plus, ils canalisent, et c'est vrai que vous aviez raison, ils n'ont pas envie de décevoir. Je crois que quand on est adopté, je crois qu'on n'a pas envie. Parce que derrière le mot abandon, je pense que Barbara peut le dire, il y a une notion de nul, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? On a envie, forcément, on a cette espèce d'envie de vouloir à ses parents plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire plus court, Sophie. Je vous sentais, voilà. Pardonnez-moi. Mais non, mais c'est un thème qui m'a énormément marqué. Pardonnez-moi voilà. Marc, on s'en rend compte et c'est vraiment bien. Non, ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'aimerais savoir si vous êtes retourné sur place dans votre pays pour rencontrer vos parents biologiques. Comment ça s'est passé? Alors, je suis retournée il y a 5 ans à peu près. Et j'ai retrouvé ma mère biologique au bout de 3 semaines. J'y suis allée, je ne m'étais pas trop renseignée de comment je pourrais la rencontrer. Et j'ai pu la rencontrer avec la DAS chilienne. Et ça s'est passé, voilà, comme Marc disait tout à l'heure, je suis arrivée, j'attendais dans un bureau à côté et j'ai dit si jamais elle est blonde aux yeux verts, j'éclate de rire. Parce que dans toute ma scolarité, partout où je passais, on me disait mais c'est pas ta mère, en parlant de ma mère, donc adoptive, donc ma mère. Elle te ressemble pas. Alors je disais mais si c'est ma mère, fiche-moi la paix, c'est des origines espagnoles du côté de mon père. Et du coup voilà. Donc à chaque fois je revenais à la maison un peu agressive en disant de toute façon t'es pas ma mère, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Donc du coup ça a créé. Et quand je l'ai vue Martha, elle s'appelle Martha. Eh ben, elle était blonde, décolorée, mais aux yeux verts quand même. Donc du coup, j'ai éclaté de rire. La pauvre, elle était complètement en larmes, elle pleurait, elle était complètement bouleversée. Elle était heureuse de vous voir? Bouleversée dans un premier temps, et à la fin de notre entretien, qui a quand même duré un bon bout de temps, elle était heureuse. Ouais. Et moi, en fait, j'étais peut-être un peu plus insensible qu'elle, parce que j'étais... Vous? Oui,
parce que je voulais pas y aller avec un tas d'états d'âme. Souvent dans les films, on voit que du moment où on retrouve les parents génétiques, tout d'un coup, c'est la fusion du sang, machin, alors qu'on nous explique que c'est pas le sang le plus important. Puis tout d'un coup, dans tout ce qu'on entend, mais oui, voilà, les liens du sang, c'est tellement important. Et donc du coup, je suis contente, c'était pas les plus forts. Ah bon? Donc finalement, vous vous êtes rendu compte que les liens les plus forts sont ceux que vous entretenez avec vos parents adoptifs. Voilà, parce que de toute façon, ça serait impossible pour moi, ou à moins de refaire complètement une vie et de repartir, je sais pas, enfin, ce serait complètement... Vous n'avez pas eu envie d'entretenir une relation avec votre mère biologique? Alors, en partant du Chili, en fait, je suis revenue vraiment pour dire à mes parents, voilà, ce sera peut-être encore difficile, mais maintenant, je vous adopte, du coup, on est une vraie famille, et du coup, même si c'est difficile, il n'y aura pas rupture dont vous parliez tout à l'heure. Donc finalement, vous n'avez adopté vos parents adoptifs qu'à partir du moment où vous avez rencontré votre mère biologique? Voilà, où j'ai renoncé à un monde un peu imaginaire du Chili, d'une mère biologique soit haineuse ou soit... Alors, est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner? Est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'on est apaisé comme ça, justement en allant dans le pays de ses origines et en rencontrant ses parents? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, je crois vraiment qu'on ne peut pas en faire une généralité parce que... Et puis, on voit effectivement qu'il y a plein d'enfants qui s'en sortent très bien sans retourner dans le pays d'origine, sans rencontrer leurs parents de naissance et qui construisent autre chose à partir de ce qu'ils savent de leur histoire et de ce qu'ils ne savent pas. Mais ça ne ressort pas à un moment donné, parce que ceux qui l'occultent et qui se trouvent très bien dans leur pays d'adoption, dans leur système de vie, dans leur entourage, est-ce qu'à un moment de leur vie, ça ne va pas ressortir et leur poser un problème? Oui, ce que je dis, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'y aller pour que ça aille. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'on n'y pense pas. Voilà. C'est-à-dire que les enfants, bien sûr, ils pensent à leur pays de naissance, ils pensent à leurs parents de naissance, mais ils font quelque chose avec ce qu'ils pensent. Et ils n'ont pas forcément besoin d'avoir, je dirais, en face une réalité pour pouvoir composer quelque chose qui leur soit propre. Est-ce que le côté rebelle de Barbara est un passage obligé? Est-ce que tous les enfants adoptés passent par là forcément? Est-ce que c'est leur manière à eux de s'affirmer et d'exister? On va dire que tous les enfants passent par un moment de rébellion et je crois que c'est plutôt bien, effectivement. C'est plutôt sain et positif. Absolument, oui, c'est nécessaire. Et le problème, c'est comment les parents vont réagir, si vous me permettez juste ce point. C'est-à-dire que si les parents sont beaucoup trop fragilisés et se sentent remis en question en tant que parents, c'est là que ça pose problème. Tandis que s'ils se sentent vraiment parents, même s'ils ne sont pas parents de naissance, alors je crois que les enfants, ils sont beaucoup plus rassurés. Le côté couvrir de cadeaux à l'arrivée, forcément des parents qui ont attendu si longtemps de pouvoir adopter, d'avoir un enfant, qui ont passé des années à faire des démarches, qui se retrouvent confrontés à leur enfant, enfin tant espéré, c'est normal qu'ils aient envie d'être généreux. Donc qu'est-ce qu'il faut leur dire à ce moment-là? Puisque vous en avez souffert, ça vous a choqué? Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que l'abondance de cadeaux n'est pas forcément nécessaire et que les enfants, ils attendent effectivement quelque chose de l'ordre d'une relation et aussi quelque chose qui les respecte dans leur personnalité, c'est-à-dire qu'on leur laisse le temps de venir vers les parents. C'est-à-dire que les parents, ils ont envie d'aller tout de suite vers les enfants en attendant de l'amour et les enfants, ils ont besoin de temps. Barbara, vous vouliez réagir un petit peu? Oui, qu'en fait, souvent, il y a les parents qui disent « mais on ne les a pas gâtés, on n'a pas fait abondance », mais ce qu'ils ne voient pas vraiment, c'est que l'enfant, s'il a eu très peu de choses, il faut vraiment y aller tout doucement, presque moins que ce qu'on fait dans les pays occidentaux. Et parce que nous, on considère abondance ce que, pour tout occidental, ce ne sera rien du tout. Bien sûr. Moi, je voudrais vous présenter Cyril Langelot. Il a 31 ans, je l'ai rencontré également la semaine dernière. Il a pas mal de similitudes avec vous. À la différence, je dis similitudes parce qu'il a été adopté à 4 ans et demi. Il vient de la DAS. Donc là aussi, j'ai voulu mettre en avant une autre forme d'adoption aussi. Lui, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Écoutez, on va faire court. Comme ça fera plaisir à Sophie. On va voir son... C'est pas moi, hein. Moi c'est Didier Agnier qui a le chronomètre. Alors on va voir son témoignage parce qu'il parle extrêmement bien et je pense que vous allez réagir tout de suite après Barbara. Regardez. Cyril Langelot, bonjour. Vous avez, quand on connaît votre vie et votre parcours, énormément de similitudes avec Barbara Monestier. Vous avez été vous-même adoptée. Elle a titré son ouvrage « Dis merci, tu ne connais pas ta chance d'avoir été adoptée ». Par rapport au titre du livre donc, que j'ai lu, avec beaucoup d'intérêt et pour cause, la véritable question est peut-être la question de la chance. Qui a eu de la chance ? Est-ce que c'est cette personne d'avoir été adoptée ou au contraire, est-ce que ce sont les parents qui ont eu la chance de pouvoir assouvir un désir qui peut être naturel, celui d'avoir un enfant? On sait quelque part qu'on n'a pas été adopté pour nous-mêmes, c'est-à-dire moi, Cyril, j'ai été adopté parce que je suis Cyril. Non, j'ai été adopté parce que je représente le désir d'une personne ou de deux personnes d'avoir un enfant.
Donc c'est complètement différent. Je ne peux pas dire que j'attendais quelque chose, parce que je ne pense pas qu'on puisse attendre quelque chose de ses parents, si ce n'est de l'amour quand même. Par contre, je pense que le dialogue, la communication auraient été des choses qui auraient été très très importantes pour moi, et un petit peu de psychologie aussi. Le moment où l'on connaît le fait qu'on a été adopté nous fait poser beaucoup de questions. Et toutes ces questions vont rentrer en jeu dans l'éducation, mais non, dans le caractère de la personne. Et tout est remis à plat, j'ai envie de dire. Je n'affirme pas que ça posera obligatoirement un problème, mais les parents, ou du moins les personnes qui souhaitent adopter, doivent savoir qu'il y a des problèmes liés à l'identité, tout simplement, de la personne. Il faut savoir qu'on s'interroge beaucoup, et c'est très existentiel, c'est peut-être un petit peu ridicule aujourd'hui de le dire, mais quand on a été refusé soit par le destin ou soit par des parents dès le début, on a une grande difficulté à trouver sa place dans la société. Et encore aujourd'hui, je peux te dire que j'ai des difficultés à trouver ma place dans une société. Ce sont des problèmes d'identité, on en a tous, hein, des problèmes à trouver sa place, à savoir exactement pourquoi on en est fait. Comment vous réagissez? Mais quand les réponses sont plus dures à trouver, forcément les problèmes d'identité s'amplifient, deviennent plus culpabilisantes pour tout le monde, et pour les parents et pour les adoptés. Et parce que tout le monde a des problèmes d'identité, mais je crois que du coup, nous, on peut vraiment se créer un monde à part, en fait. Le monde de l'imaginaire, le monde de qui était ma mère biologique, mon père biologique, si ça se trouve, ils étaient ceci, si ça se trouve, ils étaient cela. Du coup, on se crée... Donc on avance avec un monde imaginaire et puis notre vie de tous les jours. Et parfois, on les entrechoque face à nos parents, contre nos parents. Mais c'est pas souhaitable alors de se le créer, ce monde imaginaire. Ah, mais il devient instinctif puisqu'on nous parle toujours de vrais parents. Ouais. On nous parle tout le temps de ton pays. Par exemple, moi, on me dit souvent ton pays. J'habite en France, on me dit oui, mais ton pays, c'est le Chili. Enfin, tu dis ce que tu veux, mais ton pays, c'est le Chili. Ben non, mon pays... Je voudrais revenir sur la notion de chance. On disait tout à l'heure que est-ce que c'est la chance des parents de pouvoir adopter ou la chance d'un enfant de sortir de son milieu? Comment réagissez-vous là-dessus? Moi, j'ai envie de vous dire, Barbara, aujourd'hui, vous prenez des cours de théâtre. Vous ne seriez pas et vous ne feriez pas ce que vous faites si vous n'aviez pas été adopté. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui au Chili? C'est une question que vous devez vous poser, ça. Alors, est-ce que vous vivez ça comme une chance ou pas? Non, pas comme une chance. Enfin, si, bien sûr, comme une chance. Mais est-ce que j'ai eu la chance d'être abandonnée? Du coup, j'ai envie de demander. D'accord. Comment réagissez-vous là-dessus? Je crois que par rapport au désir des parents, au désir des enfants, je crois que c'est important de dire... Alors d'abord, effectivement, pourquoi on a adopté, je voulais juste revenir sur ce point, c'est-à-dire que la stérilité des parents, si c'est ça qui est la cause de l'adoption, c'est important et je crois que les parents le disent maintenant. C'est souhaitable de le dire? Oui, parce que les enfants, ils ont besoin de savoir pourquoi tout d'un coup ils se trouvent là. Et si on leur dit, tu sais, moi, on n'a pas pu avoir d'enfant et on désirait très très fort avoir un enfant et on a eu la chance que tu nous sois proposé comme enfant, parce que c'est vraiment toujours une famille pour un enfant, hein, et jamais l'inverse. Donc, est-ce que c'est une chance? Je ne sais pas si c'est une chance, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on aurait été dans une autre vie, par ailleurs. Et l'histoire du roman familial dont parle Barbara, tous les enfants passent par là en se disant à un moment donné, quand leurs parents leur refusent quelque chose, « Ah, je suis sûre que j'ai un père et une mère qui sont rois et reines quelque part et qui m'auraient offert tout ce que je désirais. » Simplement, pour les enfants biologiques, ils sont confrontés à la réalité et ils se rendent compte que ce n'est pas vrai. Pour un enfant adopté, il y a effectivement cet imaginaire-là qui court plus longtemps, parce que c'est une réalité. Mais alors, les parents, comment ils doivent le vivre? Parce que forcément, pour eux, c'est une chance d'avoir adopté. Alors, Absolument. comment ils doivent transformer leur égoïsme en altruisme? Je ne sais pas si on transforme en altruisme. Ils deviennent des parents, moi j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils sont comme tous les parents. C'est-à-dire ils ont la chance d'avoir un enfant avec qui ils peuvent partager plein de choses, qu'ils peuvent aimer, dont ils sont aimés, en principe, hein, je veux dire, malgré les conflits. Et ils vont l'amener à devenir adulte et à pouvoir les quitter. Donc c'est vraiment, ils deviennent parents grâce à l'enfant qui est là. Bien sûr. Yves, juste pour conclure, quelques appels et puis on arrêtera là, même si on aurait pu faire 8 jours là-dessus, je pense, hein, facilement. Surtout Marc, tout seul, d'ailleurs, il aurait fait 8 jours tout seul. Yves 8 jours avec une question, ça lui suffit pour lui. Hein. Yves 8 jours en posant la même question. La même question. L'adoption n'est qu'une vie de questions sans réponse. C'est un écho à ce que disait Barbara tout à l'heure. C'est Sylviane qui nous a dit cette jolie phrase au standard. Et puis Hélène, ça aussi c'est très beau. Et c'est justement peut-être une réponse à est-ce qu'on doit en parler ou pas. Mais il faut d'abord agir. Hélène, elle habite en Champagne. Sa fille a adopté une petite Vietnamienne après avoir eu 3 enfants biologiques. Et où est-ce qu'ils vont tous en vacances?
Au Vietnam. Au Vietnam, donc ils n'ont même plus besoin de parler puisque c'est eux qui sont obligés de s'intégrer à ce moment-là et il n'y a plus de problème. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée. On fait comme on peut, mais c'est pas forcément nécessaire de retourner dans le pays. Vous avez envie d'y retourner, vous, au Chili? Il paraît que c'est très beau, puis j'en ai vu un petit peu, donc oui, tant que touriste, j'ai envie d'y retourner. Oui. Voilà. Merci Barbara d'être venue nous voir. Le livre s'appelle Dis merci, aux éditions Anne Carrère. Exactement. Carrière. Anne Carrière. Voilà, tu ne connais pas ta chance d'avoir été adoptée. Très très beau témoignage, très émouvant. Et vous dites que ça fait du bien d'en parler. Hein. C'est ça fait du bien d'en parler. Qu'est-ce que c'était la phrase exactement? Ne m'aidez pas. Hein. Ça fait du bien. Ne m'aidez pas du tout. Oui, enfin, en tout cas, du tout. Non, mais la fin de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, vous allez mieux avec vos parents et avec votre mère, parce que c'est quand même le noyau de votre livre. Et d'ailleurs, Cyril Angelot aussi, il va bien aussi avec sa mère et ses parents. C'est ça, voilà. L'adoption, c'est pas que noir. On n'a pas voulu noircir l'adoption. C'est quelque chose de beau, mais on avait en tout cas voulu. Ça va, Sophie? Vous voulez que je continue? Parce qu'on est déjà dimanche. Merci en tout cas. Merci d'être venu nous voir. Bon courage pour la suite. Il y a plein d'infos sur le site, vraiment. Voilà, j'ai mis beaucoup d'infos. Très bien. On va se quitter quelques minutes. On revient juste après. À tout de suite. Et nous allons rester dans le monde de l'enfance avec le théâtre, avec l'un des textes les plus émouvants sur l'enfance à l'hôpital. L'Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt raconte l'histoire d'un petit garçon malade, Oscar, qui se lie d'amitié avec une bénévole qui vient le distraire et l'accompagner dans la mort. Annie Dupéret, que vous voyez bien sûr à l'écran, interprète tous les personnages de cette histoire. Elle est avec nous ce matin en direct pour nous en parler. Et puis comment donner goût aux enfants, toujours bien sûr, pour la langue française? Alors une solution, c'est le camion des mots. Grâce à une association, un camion parcourt toute la France à la rencontre des élèves de primaire et des collèges, en leur proposant des jeux et des quiz ludiques sur la grammaire, la lecture et l'écriture. Géraldine Marty, c'est elle, est allée visiter ce camion pour cet au programme. Et puis littérature, avec un roman à épisodes. Ça, c'est assez nouveau. Voici Doggy Bag de Philippe Dian, le premier volet d'une trilogie, écrit comme une série américaine. Voici les aventures sentimentalo-sexuelles de deux frères garagistes. C'est le choix de Jacques Chancel ce matin. A tout de suite. Retrouvez le film du dimanche sur France 2 avec Le Comté. Vous ferez équipe avec un Navarro pour assurer sa protection. Le chiffre a mis au point un nouveau code basé sur leur langue. Votre mission est de protéger le code. Vous ne devez sous aucun prétexte laisser votre radiocodeur tomber entre des mains ennemies. Vous me comprenez? Oui, mon commandant. Quel est le prix à payer pour changer le cours de l'histoire? Windtalkers, un film inédit de John Woo avec Nicolas Cage, dimanche soir sur France 2. Opération Banquise. Si les enfants préfèrent Kinder Pingui, c'est pour son goût frais. Sa mousse de lait est plus onctueuse, sa génoise plus moelleuse et son chocolat plus croquant. Kinder Pingui au goûter, tout le plaisir d'un goût frais. Au rayon frais. Résidus alimentaires et cheveux descendent dans les canalisations et sont à l'origine de mauvaises odeurs. Utilisez WC-Net Canalisation une fois par semaine. Ces enzymes éliminent les résidus et les mauvaises odeurs. WC-Net Canalisation, fini les mauvaises odeurs. Qui vous assure dès le premier jour d'hospitalisation en cas d'accident et de maladie? AIG Direct. Qui vous garantit jusqu'à 50 € par jour, même en cas d'hospitalisation à domicile? AIG Direct. Qui vous assure jusqu'à 80 ans sans questionnaire médical? AIG Direct. Pour découvrir tous les avantages de la garantie hospitalisation, appelez dès maintenant le 0800 777 777. Les enfants, arrêtez la vaisselle et allez jouer à vos jeux vidéo. V-Smile de VTech, la première console éducative pour les petits. Avec V-Smile, ils apprennent les formes, les chiffres, les couleurs, les lettres. Et en plus, ils s'amusent. V-Smile, une console de jeux intelligente. V-Smile avec plein de jeux éducatifs. VTech. Alors les jeunes, ça chauffe? C'est cool, hein? Ouais, personne m'écoute. Bouffon. Profitez du confort du chauffage et de toutes les innovations but à gaz. Chez nous, le bien-être intérieur, c'est ça.
Non, ça, je vous en parle plus tard. C'est ça, les nouveaux radiateurs électriques Ecotherm. Mise en action rapide et grande surface de chauffe. Résultat, entre là, ici et là-haut, c'est pareil. Un vrai confort géré par la centrale de programmation. Économique. Et regardez, le radiateur sèche-serviette Ecotherm. Chauffage et séchage. Et avec ça, composez le 3213 et dites Ecotherm pour recevoir gratuitement votre brochure Ecotherm. 3213, dites Ecotherm. Retrouvez tous les bienfaits de bio dans les délicieux bio-fruits, bio-mangue, bio-kiwi, bio-figue. Plein de parfums exquis, maintenant réunis en format par 8. Voilà Alain, j'ai besoin de 4 000 €. 4 000 5 000 C'est comme tu veux. J'appelle Médiatis. Un besoin d'argent? Un projet? Dites-moi le montant. De 500 à 10 000 €, c'est vous qui voyez. Et pour le remboursement? 20, 40, 50 € selon votre demande. Et la réponse? 6 minutes suffisent. Pour un accord de principe en 6 minutes, appelez gratuitement Médiatis au 0800 803 800. Médiatis, vive le crédit. Il y a un lecteur MP3 à gagner, à condition de répondre à la question que je vous pose tout de suite. À quel âge Barbara a-t-elle été adoptée? À 1 an, à 2 ans et demi, à 4 ans et demi? 32 45, il faut composer ce numéro, il faut recommencer si c'est occupé, car c'est souvent occupé, si vous voulez gagner ce lecteur MP3. Yves Cara, on a besoin de nos téléspectateurs. Oui, exact. Une star française aux USA, c'est le titre du dossier que nous ouvrirons pour vous. Et pour ce dossier, nous en parlerons plus tard en détail bien sûr, on a besoin de votre témoignage. Si vous êtes une nord-américaine, on va faire large, du Canada, je dirais à la Californie, et vous êtes venu vivre en France, si vous vous êtes aperçu que la nourriture, l'alimentation française, vous faisait maigrir. Donc là, dans ce livre qui écrit justement cette star française aux États-Unis, il y a une comparaison entre les deux. Donc si c'est votre cas, vous vous êtes rendu compte que l'alimentation française était plus équilibrée, qu'elle ne vous faisait pas maigrir, que vous étiez plutôt bien, que par rapport à vos copines restées aux États-Unis, vous gardiez le même poids. Ça nous intéresse ce témoignage beaucoup. 0826 007 000, on vous attend, on est là, en direct. Très bien, merci, à tout à l'heure. Après Daniel Darieux en 2003, une autre grande comédienne que vous adorez, Annie Dupéré, a succombé au charme de cette magnifique pièce Oscar et la Dame en rose, dont nous avions déjà parlé à l'époque. Annie a accepté notre invitation. Et là, avec nous, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, ça va. Vous avez joué hier soir? Oui, j'ai joué hier soir. Alors, ça se passe où? À quelle heure? Damien, déjà, on avait été bouleversé par l'interprétation de Daniel Darieux. Vous me dites, ça n'a plus rien à voir. C'est totalement différent. D'abord, donc, ça, répondre à vos questions, ça a commencé avant-hier soir au Théâtre de l'Œuvre à Paris. C'est parti pour plusieurs mois, ça c'est sûr. Donc, Oscar et la Dame rose, c'est une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Formidable, magnifique. Alors, c'est une pièce qui parle de la mort d'un petit garçon qui est à l'hôpital, Oscar, qui est malade, et qui va recevoir la visite d'une dame en rose, on appelle les blouses roses. C'est les blouses roses, il y a l'association des blouses roses qui existe. Voilà. Ce sont des bénévoles qui viennent divertir, distraire les enfants à l'hôpital. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est plein de vie? Parce qu'en fait, il va se passer entre ce petit garçon et cette dame en rose, cette mamie, une espèce de complicité, d'amitié, de tendresse, et elle va lui donner... Elle prend le pari surtout de ne pas lui mentir. De lui dire la vérité, si dure soit-elle. Voilà. Voilà, il n'est pas moi, ce que j'aime bien avec ce texte, qui n'est pas une pièce en fait, qui est un texte, c'est qu'effectivement, on peut l'inclure dans le scénario qu'on veut. Et c'est vrai qu'avec Joël Santoni, on a construit un scénario qui nous plaisait bien, mon metteur en scène, d'une dame qui est une bénévole qui vient à l'hôpital, qui se fait un personnage pour avoir le contact avec les enfants. Et puis après, effectivement, il faut évoquer un peu comme on fait un croquis, incarner le petit garçon et puis jouer ses copains, jouer les parents. Voilà, c'est ça. C'est en ça que c'est une pièce aussi, parce que vous faites toute une galerie de personnages. Oui, c'est toute une galerie de personnages et c'est sur plusieurs niveaux, parce qu'il y a le conteur qui compte une histoire d'eux, donc qui se met de temps en temps dans la peau et puis qui répond et puis qui rattrape le rôle du conteur. Donc c'est très différent, évidemment, grâce à l'interprétation d'Annie, mais aussi grâce à la mise en scène. On va voir un extrait. Voilà, on voit des extraits, et on verra en quoi c'est différent. Absolument. Parce que c'est une pièce qui a déjà eu beaucoup de succès, beaucoup de gens l'ont vue, mais les autres vont y aller. Et on peut même y retourner, vraiment, regardez. Pense à eux, Oscar. Tu as compris que tu allais mourir parce que tu es un garçon très intelligent. Mais tu n'as pas compris qu'il n'y a pas que toi qui meurs. Tout le monde meurt. Tes parents un jour. Moi un jour. Oui, mais enfin, tout de même, je passe devant. Pourtant, je sais que les garçons ne doivent pas pleurer. Surtout moi, avec mon crâne d'œuf qui ne ressemble ni à un garçon ni à une fille, mais plutôt à un martien. Rien à faire. Je ne pouvais pas m'arrêter. Tout ce jour, ça va si mal que ça, Mamie Rose.
Et pourquoi j'écrirais à Dieu? Tu te sentirais moins seul? Moins seul? Avec quelqu'un qui n'existe pas? Fais-le exister. J'en ai parlé à mon copain Bacon. En fait, il s'appelle pas Bacon, mais Yves. Et nous, on l'a appelé Bacon parce que ça lui va beaucoup mieux, vu que c'est un grand brûlé. Si on l'appelle Einstein, c'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, mais parce qu'il a la tête qui fait le double de volume. Il paraît que c'est de l'eau à l'intérieur. C'est dommage. Ça aurait été de la cervelle, il aurait pu faire de grandes choses, Einstein. Et puis, tu peux lui demander une chose par jour. Attention, une seule. Il est nul, votre Dieu, Mamie Rose. Aladin, il avait droit à 3 vœux avec le génie de la lampe. C'est douloureux de se regarder, Annie? Oui, c'est jamais très agréable. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Vous regardez ça très attentivement. Oui, bah, je cherche les défauts. Et vous en trouvez? Oui, je vais en trouver, oui. Alors, impression, la salle, comment ça C'était très réagit? émouvant mardi, parce que c'était la première, et dans la salle se trouvaient 80, j'ai envie de dire vrais, hein, Vrai, blues oui, roses, c'est ce que j'ai très dit à la roses. fin, je leur ai rendu hommage, parce qu'il y avait 80 dames bénévoles, des vrais blues roses, qui mettent des vrais blues, qui vont dans les vrais hôpitaux voir vraiment des enfants malades. Et voilà. C'est l'occasion peut-être ce applaudit matin jamais, de, voilà. de les saluer, De les saluer, leur courage et oui. leur travail. Parce et que... puis le Rire Médecin aussi, qui Bien est, sûr, qui est bien sûr. association que je marraine aussi et qui va faire rire les enfants. Comment vous vous êtes décidée, Annie, très rapidement? Parce que succéder à Daniel Darieux, on se pose la question. Oui, moi je ne me suis pas posé la question là du tout, parce que comme il s'agit d'un texte à incarner, on l'incarne chacun avec son tempérament, à sa manière. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, un rôle, c'est très intéressant de voir une autre actrice le jouer, parce qu'il y a des choses très précises, il y a des montées dramatiques, il y a tout un côté psychologique d'un rôle. Là, il faut l'inventer avec soi, avec un metteur en scène, avec son tempérament. Donc, ça ne m'aurait servi à rien de voir Daniel. Je suis même contente de ne pas Vous l'avez pas vu sur scène? Je l'ai pas vu. C'est vrai, mieux pas. Non, moi, quand j'ai lu ce texte, il y a un miracle là-dedans. C'est magique. Quoi. Éric Emmanuel a fait quelque chose de magique. Parce qu'il touche des choses extrêmement sensibles, je veux dire, qui sont la mort d'un enfant, qui sont des choses comme ça. Mais ce texte a aussi autant de vertus d'apaisement qu'il a de vertus d'émotion. Il est à la fois léger, positif, voilà. sur un sujet et en fait, grave. J'ai joué à Orléans déjà 5 semaines, donc c'est pas complètement nouveau. Là, j'ai vu comment se sentent les gens. Et ils disent merci, ça fait du bien à la fin. Parce que, est-ce que vous avez remarqué, on fuit l'émotion. On fuit l'émotion maintenant. Moi, je me quand on est allé voir la première fois, on était en larmes quand même. Mais moi, mais pareil, je suis sorti avec une larme aux yeux parce que. Mais il y a peu de pièces d'émotion, il y a peu de livres d'émotion. Ah oui, vous voulez dire d'une manière générale. D'une manière générale. D'une manière générale. C'est une chose qu'on pratique assez peu maintenant dans l'art, l'émotion. Et c'est vrai que je vois les gens, ils en ont besoin, quoi. Ça fait du bien. Et en même temps, précisons une chose, c'est vrai que ça peut faire peur en se disant, oh là là, on a des soucis dans la vie, on va pas aller voir une pièce qui parle de la mort. On n'en sort pas déprimé du tout. On en sort, enfin moi, pratiquement, parce que dans l'histoire, le petit garçon, on le sent apaisé. Et à ma grande surprise, à la fin de la non pièce. Ouais. Oui, vous en sortez facilement. C'est un sujet en plus qui vous touche. J'avais très peur. J'avais très peur. Effectivement, parce que moi, quand je lisais ce texte comme ça, quand je le lisais tel quel, les mots comme ça me touchaient tellement que je ne pouvais pas faire autrement que de pleurer. Je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais le faire? Mais comment je vais le faire? Et puis tout à coup, effectivement, à l'interpréter, à essayer de le donner, de le transmettre, d'abord on n'en est plus victime, et puis effectivement, les mots se construisent avec tous ces personnages, avec quelque chose de positif que j'ai envie de donner, et ça balance ce qu'il y a de douloureux dedans. Voilà, c'est une balance. C'est la première fois que vous êtes seule sur scène? C'est ouais. J'avais pas très envie, je veux dire. Sarah, j'avais. Ah bah oui. Vous étiez que deux, mais. J'avais un partenaire quand même avec Robert Hirsch, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, parce que là, si j'ai bien compris, il y a 3 personnages à interpréter. Plusieurs. Non, il y a plusieurs. Il y a la Dame Rose, il y a la petite copine d'Oscar. Techniquement, ça veut dire quoi? Qu'on prend des voix différentes, qu'on adopte des attitudes, des postures différentes? C'est comme des croquis. On peut pas les jouer. D'abord, il faut passer de l'un à l'autre en une phrase. Vous savez comment on croque comme ça une chose. Et il y a surtout moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a des niveaux de récits différents. Il y a la vraie Dame Rose, il y a le personnage qu'elle se donne quand elle raconte qu'elle est catcheuse avec ses copines catcheuses pour faire rire Oscar. Ouais. Alors, il y a Oscar qui joue, il y a Oscar conteur,
Il y a 3 copains, il y a le médecin, il y a les parents, qu'il faut indiquer aussi un petit peu comme ça. Alors, la mise en scène, parce que vous avez souhaité, j'imagine, vous entourer de quelqu'un que vous connaissez bien. Oui, c'est Joël Santoni, qui réalise Une famille formidable. Ouais. Alors, qu'est-ce qui change dans la mise en scène? C'est totalement différent. La pièce avec Darieux, c'était beaucoup plus froufrouteux. Il y avait un grand lit avec des nounours partout, etc. Là, c'est beaucoup plus chambre d'hôpital, donc un peu épuré, voilà, un peu déshumanisé. L'hôpital était oui, c'est-à-dire que c'est un no man's land. On a choisi avec Joël de faire entrer ce texte dans un scénario, certainement apparemment très différent. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les dames roses vont s'habiller et quelquefois recevoir les parents. C'est-à-dire c'est entre la vie et l'hôpital. Ça n'est ni l'hôpital ni la vie. C'est le lieu où on se prépare. Et effectivement, cette dame rose-là, a eu une expérience avec cet enfant. Et pour se donner le courage de repartir vers les enfants, elle le fait revivre une dernière fois. Alors, on a l'impression que c'est un truc qui vous colle vraiment à la peau, parce qu'au-delà de l'aspect technique de votre travail de comédienne, il y a un message, quoi, c'est évident. Il y a un message, et vous avez l'habitude de faire passer des messages. Dans tous les livres que vous écrivez, vous rencontrez le public, c'est toujours un grand succès. Et là, on sent que c'est important pour vous. Absolument, c'est important. D'ailleurs, je me dis absolument, sans en être effrayée, que je consacre 2 ans de ma vie à Oscar. Puisque je travaille ce texte depuis 6 mois, faut bien ça. C'était certainement une des choses les plus difficiles que j'ai fait de ma vie. Et j'ai donc 1 an, plus la tournée l'année prochaine, 2 ans de ma vie. Voilà. À partir de septembre 2006. Et je vous jure que c'est pas triste parce que c'est tellement riche, c'est tellement beau. Mais ça fait partie dans la vie, dans une vie comme ça, de rencontres qui vous font avancer. Oui, tout à fait, je l'espère. Indispensable. C'est marrant, on a quelques points communs sur certains sujets. Enfin bref. Vous l'avez dit, donc vous avez donné l'adresse. Elle voulait l'adresse, c'est 55 rue de Clichy, je crois. Le métro, Sophie. Attendez, le métro. Vous me demandez l'adresse, le théâtre de l'œuvre. Voilà. Donc jusque très loin en 2006, et puis tourné dans toute la France à partir de septembre 2006. Voilà, c'est ça. Alors, 2-3 questions en bref. La famille formidable, est-ce qu'il y a une suite? Oui, on l'a faite juste avant Oscar. Tous mes camarades ont été de service pour me faire répéter mon texte d'Oscar après le tournage. Bon, donc les gens se rassurent. Ça va être dans l'année qui vient. Là, et puis alors, donc, Annie Dupéret sur scène, avec un texte d'Annie Dupéret. C'est envisageable, puisque tous vos bouquins sont des best-sellers. Est-ce qu'on ne pouvait pas en adapter un sur scène? Non, j'ai même rechigné un peu. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie que l'écriture reste un terrain sacré à côté de mon métier de comédienne. Vous n'avez pas mélangé les deux? Non, j'ai pas très envie de mélanger les deux. J'aime bien que ça reste comme ça. Il y a d'autres projets d'écriture? Non, pas pour le moment. Je me consacre à Oscar. Vraiment, je vous assure qu'on peut faire que ça. Bon, et bien, on viendra vous applaudir avec plaisir. Oscar et la Dame Rose, donc au Théâtre de l'Œuvre. Bon courage. Merci. Et à bientôt. On vous reçoit quand vous voulez pour votre prochain... Film, téléfilm, livre, on verra. Quand vous voulez, vous venez, vous frappez, vous entrez, on est en direct. Puis moi, je vous regarde, de toute manière. Merci Annie. On va parler avec Géraldine Marty maintenant d'une initiative particulièrement intelligente. Le camion des mots. À l'origine de cette initiative, l'association Lire et Faire Lire d'Alexandre Jardin. C'est un camion qui parcourt la France, 120 villes de France, à la rencontre des élèves et qui leur propose de les réconcilier avec la langue française. Comment, pourquoi? On en parle avec Géraldine. Alors, le camion des mots, bonjour. Madame. Et puis, monsieur Chancel, qui a choisi de vous parler de Doggy Bag, un roman Philippe de Dian. Philippe Dian. Voilà. Tout va bien? Très, très bien. Alors, le camion des mots, c'est une initiative qui vous plaît, ça? Alors, je viens de l'apprendre et je trouve que c'est une très, très, très belle initiative. Vous qui aimez tant les mots. Ah oui. Alors, Géraldine? Alors, je suis allée passer une journée dans un 33 tonnes et malheureusement pour mes collègues masculins, on n'a pas trouvé des calendriers de Claudia Schiffer ou autres jeunes femmes dénudées, mais des logiciels éducatifs et pédagogiques parce que ça s'appelle le camion des mots. Alors, 9 mois sur les routes, comme vous le disiez tout à l'heure, ils vont voir 40 000 élèves. Ça a commencé en septembre et ça va se terminer à Paris le 3 juin. Donc, le principe, c'est que ce camion joue avec les élèves, c'est-à-dire joue avec la langue française, avec ses bizarreries, avec ses pièges, avec son histoire. Donc je suis allée voir pour vous si effectivement les élèves se prennent au jeu. Regardez.
ça nous a plu. Il y a des règles que je ne me rappelais plus trop, comme les adjectifs. Je ne me rappelais plus trop des règles d'adjectifs. De l'imparfait aussi, c'était... Voilà, L'objectif, c'est permettre aux élèves d'appréhender la langue française autrement que la manière dont ils appréhendent au quotidien, c'est-à-dire par des leçons à apprendre, des devoirs à faire le soir. Et c'est leur permettre de découvrir que la langue, c'est aussi du plaisir. Et peut-être demain, auront-ils du plaisir à ouvrir un livre et aller chercher de nouveaux mots. Voilà. Retrouve la conjugaison correcte du verbe croire. Ils croivent, ils croient, ils croient. Ils croivent. Mauvaise réponse. Comme par hasard, et comme ça se passe en classe aussi, ils ne lisent pas forcément les consignes de façon très rigoureuse. Et encore moins peut-être sur l'outil informatique. Ces petits exercices, c'est des petits clips, ça ressemble un peu à des clips parce que ça va très très vite, il y a juste une ou deux réponses à donner. Donc ça passe et... Molière, je sais même pas qui. Ah, Molière, Mathieu m'en a parlé. Ah oui, le médecin malgré lui. Score final, à la fin, tout ça. Donc ça met un peu la pression, donc on zappe assez vite les questions, tout ça. On prend pas le temps forcément de tout regarder. Et bien. Là, en retournant en classe, je vais leur demander de mettre par écrit au moins une notion apprise lors de cette demi-heure. De réfléchir à ce qu'ils ont pu retenir. Les impressions que j'ai eues, c'était que c'était intéressant et en même temps on apprend des choses et on peut revoir notre culture générale. J'ai appris des choses par rapport à la métaphore, à la comparaison, aux mots comme ça, les figures de style du théâtre aussi. Le niveau, il est soutenu, oui, et heureusement qu'il y avait la professeure avec nous pour avoir par exemple des petites explications de temps à autre sur des questions ou des réponses pour être aidé. Pour moi, c'est un exercice à recommencer avec plaisir. Ah, je sais quand même qu'on peut. Regarde. Ah ouais. Bon, alors, on imagine que ça apporte un plus incontestable. Oui, un plus incontestable. Alors, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le côté événementiel. C'est-à-dire que les élèves, ils passent à peu près 8 classes sur la journée. Ça dure 20 minutes. Et je m'attendais à voir des enfants qui, comme toujours dans ce type de manifestation, décrochent un peu, font un peu les idiots et tout. Que ce soit des tout petits, parce que ça va donc des élèves de 8 ans jusqu'à 15 ans, ils sont restés extrêmement concentrés et ils sont vraiment pris au jeu. Alors ça veut dire qu'il y a un travail en amont, j'imagine, alors, qui est fait par les professeurs. Voilà, c'est une commission pluridisciplinaire qui s'est réunie et ils ont proposé, il y a 4000 jeux et questions qui sont proposés. Donc en fait, pour chaque niveau, il y a à peu près 500 questions. Donc ça tourne, donc les enfants n'ont pas les mêmes questions en même temps, donc ils ne peuvent pas copier les uns sur les autres. Donc ça, c'est le côté positif. Ils ont vraiment été pris au jeu, donc il y a un aspect positif. Les mots, la langue est associée à quelque chose de ludique et de positif. Alors sur l'efficacité du projet, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors j'allais dire le contre-pied que l'on peut prendre, enfin, en tout cas la réserve que moi j'ai émise et je le leur ai dit, c'est que je trouve qu'il y a un problème d'efficacité lié au chronomètre et au score. C'est-à-dire que chaque enfant, ils sont par binôme, ils doivent en fait faire un score maximum qui correspond à leur taux de pourcentage, à leur réussite. Et donc en fait, comme il y a un score et qu'ils veulent être bons, ils vont très vite, donc ils ne regardent pas les réponses. Et le chronomètre joue aussi dans ce sens-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, on leur dit, la question est fausse. Ils ne regardent pas la réponse et puis ils vont à la suite. Donc moi, ce que je leur ai dit, vous devriez proposer une trace écrite, par exemple, que chaque enfant puisse repartir avec la liste de toutes les questions qu'il a eues et de toutes les réponses pour que les enseignants puissent retravailler dessus. Ou alors un QCM. C'est pas très compliqué, ça paraît évident. Mais ça n'a pas été fait. Mais vous leur avez dit. Mais je leur ai dit. Donc ils ne regrettent pas de vous avoir invités. Mais je l'espère pas. Et de la même manière, on pourrait imaginer aussi qu'à la fin du QCM, on reprenne des questions qui ont été posées pour voir si les élèves ont bien enregistré la réponse et que ça leur donne un bonus. Mais alors, en termes de niveau, moi j'étais très étonnée aussi parce qu'on dit aspect ludique. Mais en fait, ils sont restés quand même très exigeants. Par exemple, moi j'ai été surprise, on demande à des enfants de CM2 ce qu'est une didascalie. Vous savez ce que c'est une didascalie? Mais moi non plus. Et donc en CM2, une didascalie, donc c'est une notice qui est placée en tête des pièces de théâtre. C'est le metteur en scène qui donne des indications. Bon, en CM2, une didascalie, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand monde c'est vrai qu'ils connaissent. Qui connaît très bien, qui fait très bien la cuisine et qui en plus est très cultivé. Voilà, donc c'est un bon parti.
Voilà, donc vous êtes libre, Guy, ou pas? Moi, je suis pris. Ah mince, il est C'est unique, donc... Donc voilà, donc les élèves, ils viennent, ils font des révisions, ils apprennent des choses. C'est une façon de promouvoir et de défendre la langue française, comme le faisait la dictée de Pivot fort bien pendant 20 ans. Ça s'est arrêté en janvier. Et donc, le flambeau a été repris par cette manifestation nationale. Et comme le disait Alexandre Jardin, évidemment que ça ne va pas résoudre d'un coup de baguette magique et faire de la France une nation de lecteurs. Mais en tout cas, ce sont ce type de petites initiatives, les unes à côté des autres, qui contribuent à faire de la France peut-être une nation de lecteurs. Il disait que déjà un enfant qui aime lire ne traîne peut-être pas dans les rues et est peut-être moins enclin à commettre quelques exactions. Et ne sera jamais seul. Il se donne surtout beaucoup de bonheur. Voilà, il ne sera jamais seul et ne s'ennuiera jamais. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, par exemple, le camion des mots est à Bandol. Donc en fait, il faudrait multiplier des camions, quoi. Il faudrait multiplier des camions. Et puis, il faut aussi se dire que l'éducation nationale doit réfléchir à des manières aussi ludiques de pouvoir... C'est pas forcément toujours qu'en étudiant des textes. C'est positif quand même, comme bilan, extrêmement positif. C'est extrêmement positif. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir si le camion des mots passe dans votre ville, allez sur le site internet de France 2, c'est au programme, et vous verrez, on vous renvoie sur le lien de cette association avec tout le programme. Donc la dernière ville, c'est Paris, le jour de la fête des mots, le 3 juin. Merci Géraldine. Un roman écrit comme un scénario, Jacques, c'est ce que vous nous dites du livre de Philippe Djian, Doggy Bag. Oui, alors d'abord, je ne voudrais pas être trop longtemps celui qui ne parle pas de Philippe Djian, alors que vraiment tous ces livres... Pourquoi, vous n'en avez jamais parlé? Non, je n'ai jamais parlé, alors que tous ces livres s'arrachent au rayon des libraires. L'auteur de 37.2. Oui, parce que c'est vrai que c'est un écrivain marginal qui a une vie très, très particulière, et tant mieux, parce qu'il sait se protéger, mais qui est très controversé, qui est admiré par beaucoup. Il habite où, à Biarritz, c'est ça? Il habite, je crois il a habité Biarritz pendant un moment. Ouais. Mais je crois qu'il n'est plus de ce côté-là, mais enfin, ça c'est sa vie. Mais c'est vrai qu'il a donné tout son éclat, c'était il y a 10 ans aujourd'hui, en 1985, puisque c'était à ce moment-là, oui, non, il y a plus que ça. Puisque son livre est sorti il y a 20 ans, oui, 37.2, 800 000 exemplaires vendus. Et ensuite, il y a eu le film de Jean-Jacques Benex, qui a donné encore beaucoup de relief à cette aventure. Et là, lorsqu'on fait le compte, bien sûr, tout le monde a pu lire Philippe Djian, parce qu'il est en plus inscrit dans les ordres de la jeunesse. J'ai calculé, il en est à son 23e ouvrage, et nous avons donc Doggy Bag. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est bien noté, saison 1. C'est-à-dire qu'il y aura 2 autres livres. Il a écrit un triptyque. Alors, Doggy Bag, ça paraît un peu étrange. Alors, disons, comme disent les méchants, que ça serait un ramassis de tout ce qu'il a pu raconter. Moi, je dirais plutôt, d'une manière plus élégante, que c'est un condensé de tout. Et c'est une manière pour lui, vraiment, d'installer son univers. Alors, lui... C'est déjà un personnage. Philippe Djian, il a commencé comme manutentionnaire chez Gallimard. Ensuite, il est parti pour les États-Unis. Il a fait tous les métiers. Il a même été docker. Et il a même, pendant un moment, pas très longtemps, 1 an, je crois, il a suivi les cours de l'école de journalisme de la rue de Rennes. C'est-à-dire qu'il a eu une vie. Donc, aujourd'hui, cette vie, cette expérience, il la met totalement dans ses livres. Alors, que pourrait-on dire de ce Doggy Bag? Moi, je dirais que c'est à la fois du soap brésilien, quelques parfums, quelques pensées des Feux de l'amour, vous savez, la grande série de la télévision que vous connaissez. En revanche, ça nous regarde, oui, ça marche. Oui, ça marche depuis des années, je dirais presque depuis des décennies. Et c'est vrai que ça serait plutôt un feuilleton à l'américaine, c'est un mélo bien monté, c'est rapide, c'est inondé de passions multiples, même, je dirais, de passions impossibles. Et c'est donc une affaire de famille, pour la résumer. C'est une mère, elle s'appelle Irène, son mari la trompe, et ensuite ce sont 2 enfants, ces 2 enfants, David et Marc, qui se déchirent sous ses yeux. Donc, toute l'histoire, c'est là-dessus. Alors, le décor, au départ, c'est un garage, et là, il y a une certaine Béa, qui, pour mieux vendre ses voitures, pour mieux attirer le chaland, eh bien, se donne volontiers et avec un certain bonheur. Alors, il est beaucoup question... Oui, il est beaucoup question dans ce livre d'hommes qui passent, de jupes que l'on relève, de mains qui se glissent dans les interstices, d'une certaine passion. Donc c'est chaud, en mais, fait. Mais je dirais dans le même temps que ce n'est peut-être pas cela
tout à fait l'érotisme. Mais c'est le problème de Gian. Hein. Pourquoi vous aimez quand c'est plus chaud? Non, moi je dirais non. Moins souligné. Lorsqu'on a lu Anaïs Nin, on ne peut pas lire le reste. Voilà, c'est tout. Mais Philippe Gian a sa manière de travailler. Je dirais de lui d'ailleurs que c'est un loupard très élégant, un loupard intelligent qui sait aussi manier et écrire la carte du tendre. Bon, c'est sa manière de travailler, mais c'est intéressant parce que c'est une littérature moderne, vous avez bien dit, elle est cinématographique. Je crois qu'il a dû penser vraiment à faire de ce livre un film. D'ailleurs, Scorsese serait peut-être très enclin à le voir d'un peu plus près, s'il voulait encore tourner un long métrage. En tout cas, je crois que Philippe Gian a dû penser à lui parce qu'il est un amoureux de ce metteur en scène, et je crois qu'il serait tout à fait heureux de revenir au cinéma après le grand succès de 37-2, quoi. Et d'ailleurs, dans Impureté... Vous êtes en train de jouer les entremetteurs? Non, pas du tout, pas du tout. Scorsese, qui évidemment nous regarde tous les matins, c'est évident. Vous savez, je vais vous dire, je n'ai jamais rencontré de ma vie Philippe Gian, donc c'est bien ça. Mais c'est vrai que dans un précédent livre, qui était un livre qui a eu moins de succès que les autres, qui s'appelait Impureté, il écrivait sur un navire en perdition. Et cette fois-ci, il écrit sur quoi? Il écrit sur le naufrage d'une famille. C'est-à-dire, c'est l'univers qui lui plaît. Alors, moi, je m'amuse un peu avec lui parce que vous avez les petites phrases. Il y a, je ne sais pas si elle est de Diderot, mais je crois qu'elle est de Diderot, qui dit « L'Éternel ne nous condamne pas... » Non, plutôt, l'Éternel nous condamne à pardonner à nos ennemis, mais il ne nous condamne point à pardonner à nos amis. Et j'ai l'impression que Philippe Gian ne pardonne à personne, et même pas à son succès. C'est génial. Merci beaucoup. Voilà, alors Philippe Gian, c'est chez Julliard, c'est le premier d'un triptyque, donc il y aura après ce livre, il y aura 2 autres livres. Doggy Bag, j'aurais pris un autre titre, mais c'est son problème. Merci Jacques. La météo, c'est avec Laurent Romeshko. Il est là? Il n'est pas là? On va aller voir Yves Cara entre-temps. Yves? Oui, bien sûr. Allez, un appel à témoins, 2 appels à témoins pour le même prix. Il est là, il vient d'arriver. La production ne recule devant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La météo ou l'appel à témoins? Non, allez-y. C'est parti. Les nouvelles médecines pour animaux. Voilà, premier appel à témoins. Nouvelles médecines pour animaux, ça va de l'ostéopathie pour les chevaux en passant par l'homéopathie pour les chiens, chats et oiseaux. Vous utilisez peut-être, vous avez envie, vous avez des questions, vous avez des interrogations, allez-y, 0826 007 000. Et puis le deuxième pour le même prix, c'est l'argent en famille. Vous avez prêté de l'argent en famille à un cousin, à une sœur, à un parent, pourquoi pas, et puis il tarde à rendre, ou il ne rend pas, ou il se défile à chaque fois, ou il rend petit à petit, ou il a oublié, hein, c'est bizarre. Donc ça fâche, ça fâche. Donc on aimerait bien avoir votre témoignage si malheureusement ça vous est arrivé. 0826 007 000. Allez, c'est parti pour la météo. Voilà ça, et puis sur les comportements liés à l'argent aussi, le fait d'avoir par exemple, est-ce que vous avez de la monnaie dans vos poches? Oui, Jacques? toujours. Eh bien ça a une signification, Toujours, on vous dira laquelle toujours. pendant cette émission par exemple. Et puis je reviens aux nouvelles médecines pour les animaux de compagnie. Figurez-vous qu'il y a des massages pour chiens, pour chats, pour cochon d'Inde. Pour cochon d'Inde. Oui, il y a de l'ostéopathtie. Je savais que ça vous ferait plaisir. Très intéressant. Non, je savais que ça vous intéresserait comme idée. Donc on va vous faire des démonstrations en direct ce jour-là. Enfin, on n'en est pas sûr, parce que notre producteur n'est pas convaincu, mais on est en discussion là-dessus pour savoir si on y va ou pas. Sur un cochon d'âne, si on va c'est jusqu'à un massage sur un cochon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jacques? Il faut tout essayer. Le massage sur un cochon d'âne, il n'est pas sûr qu'on puisse aller jusque-là. Mais on s'interrogera après sur votre propre personnalité. En tout cas, ça peut être drôle. Quand tu fais le massage. La météo, c'est Laurent. Bizarre, c'est ça. Voilà, j'étais sûre que ça les intéresserait, j'étais sûre que ça les ferait parler. Très bien. Donc vous êtes pour le massage du cochon d'âne. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, chez vous, pour ou contre le massage du cochon d'âne en direct. Faites des expériences. Bon, bref, je prolonge les discussions qu'on a au bureau, à l'antenne, vous voyez. Bon. Laurent. Le temps, Oui. peut-être. Ouais. Le temps de ça se vivre. rafraîchit. Vous vous avez rendu compte certainement ce matin. Beaucoup de fraîcheur sur pratiquement toute la France, de froid même, parce que les températures redeviennent négatives. Avec de petites gelées, un flux de nord, on voit bien, là sur cette image satellite, c'est orienté sur pratiquement tout le pays. Des nuages pourraient donner quelques giboulées de neige à assez basse altitude cet après-midi sur les régions du quart nord-est. Une limite pluie neige qui pourrait s'établir à partir de 500 mètres avec quelques flocons donc sur les Vosges, sur Champagne, Ardennes et jusqu'aux Flandres. Là, un risque d'averses qui vont menacer encore sur une partie de l'Aquitaine et sur le relief pyrénéen.
tandis qu'autour de la Méditerranée, eh bien, le ciel sera clair, du soleil au programme, du vent également qui chasse les nuages, quelques averses encore sur la Corse. Et puis ailleurs, vous le voyez, il va falloir faire en fonction de la grisaille qui va se dissiper de manière assez aléatoire, localement au fond des vallées. Saône, Rhône, on risque d'avoir encore quelques plaques de nuages bas, ou bien encore dans les vallées du Massif central. Près de l'Atlantique, là, un ciel qui sera assez chargé avec de courtes éclaircies. Les températures de cet après-midi, c'est frais, on est parti de bas ce matin, pas plus de 5 degrés au meilleur de la journée. Du côté, oui je sais, ça parle. Est-ce que vous regardez depuis 6h15 ce matin, c'est comme ça. À votre élégance naturelle. Encore sa chemise en bas. Et alors, pour demain? Température 5 à 19, il fera bon à Nice cet après-midi, beaucoup plus frais, vous voyez, à Nancy, Metz et Strasbourg, 9 à Paris. Demain, regardez la carte avec du soleil dans l'ensemble, même si les averses seront encore présentes sur les régions au nord de la Seine, avec une nouvelle fois quelques giboulées de neige prévues au-delà de 500-600 mètres d'altitude. Ailleurs, vous le voyez, ce sera plutôt bien, toujours un petit risque d'averse sur la Corse, et puis un peu de vent dans la vallée du Rhône. Voilà, bonne journée. Et les températures seront basses. Barbara a été adoptée à 4 ans et demi. C'est la réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Juliette Ress de Montaigu de Quercy gagne un lecteur MP3. Pour ou contre le massage du cochon d'Inde en plateau? C'est donc la question du jour. Yves, vous allez lancer un appel national sur ce thème-là. Voilà. Ça va faire plaisir à William Lémergie, notre producteur, qui n'en est pas sûr. Alors, massage du cochon d'Inde, psychanalyse pour les perruches aussi, ça pourrait être intéressant. De quoi vous dites? Psychanalyse pour les perruches. Mais ça non existe. Ça existe. Non, Ouais. non, c'est vrai? Bah oui, je vais vous présenter le mien. Pas mal, pas mal. On n'a pas dit pour une dinde. Je vais vous éviter de la faire vous, hein. Je préfère la faire moi-même. Je n'ai pas dit pour une dinde, j'ai dit pour une perruche. Bon, alors, ensuite, ça me fait rire, moi. Ça me fait rire. De rire tout seul, c'est déjà ça. Oui, dites-nous, Sophie, nous allons inaugurer, vous ne le savez peut-être pas, mais une nouvelle chronique que je ferai en plateau avec vous. Donc je sortirai de mon bocal. C'est pas possible, vous allez sortir de... On vous a donné l'autorisation? Non, mais on en parlera dans la presse, ça fera les gros titres, vous inquiétez pas. Pour justement revenir sur toutes les réactions des téléspectateurs et téléspectatrices que nous avons pendant l'émission ou après l'émission et qu'on n'exploite pas. Alors à cette occasion, je vous remonte l'adresse, vous pouvez nous écrire, bien évidemment, nous téléphoner, ça c'est tout le temps, et nous écrire. France 2, c'est au programme pour réagir sur les sujets qui ont été diffusés déjà, les dossiers que nous avons ouverts, que nous allons ouvrir. On s'en servira, on réagira. On reprendra par exemple des séquences très intéressantes sur la plus longue question du PAF, ce sera Marc Choquet, je m'en occupe personnellement de celle-là. Donc Marc. sur l'adoption, etc. Sur l'adoption, voilà. Sur le massage du cochon d'Inde. Sur le massage du cochon d'Inde ou la psychanalyse pour les perruches. Sur là, qu'est-ce qu'il dit Didier? La psychanalyse, la perruche. Les coulisses de notre équipe, vous êtes Ou les fous. coulisses de Didier. l'équipe Sur les également. coulisses de notre équipe, vous voulez aller jusque-là? Oui, ça va aller très très loin, vous allez voir, ce sera des Non, scoops. parce que ne serait-ce que sur Jacques Chancel, il y a beaucoup à dire, vous savez. Je préfère me taire sur certains sujets. Mais qui ne dit mot consent déjà, ça peut être intéressant. Suffit. Voilà, donc voilà tout ce qu'on fera. Donc n'hésitez pas à nous téléphoner en permanence, à réagir, même après les émissions. Vous en parlez entre vous le soir, vous voulez réagir. Vous pouvez nous écrire. On compte sur vous. Ça lui redonne un petit coup de fouet. Voilà. L'idée de sortir de son bocal et il est content. Ouais, bah voilà, ça y est. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. À demain peut-être. Tout un dossier consacré à Albert de Monaco. On en parlera demain matin avec des invités, des spécialistes, avec des gens qui sont plus pour, contre, enfin, qui ont des choses à lui reprocher et d'autres qui le soutiennent vraiment. On en parlera demain matin, 9h30 en direct. Merci beaucoup. Bonne journée sur France 2. Au revoir. Bonjour, un peu d'orthographe, ça vous dirait? Oui, alors rendez-vous dans quelques minutes avec Motus et nous jouerons avec des mots de, je ne sais pas exactement, 6, 7, 8 ou 9 lettres. On verra ça tout à l'heure. Détache! Pas de panique! Voici le nouveau détachant multi-usage Omino Bianco 100. Le pistolet Omino Bianco 100, à action instantanée, enlève les taches des canapés, des tapis et s'utilise aussi avant lavage. Solitaire Omino Bianco 100, tranquille, il détache en toute sécurité. Je craque, j'ai faim, faut que je mange quelque chose. Attrape.
C'est une barre spéciale K. C'est bon. Et côté ligne, c'est sans conséquence. Barre spéciale K, autorisez-vous une pause. Découvrez la nouvelle barre spéciale K poire chocolat. Je peux? Bien sûr, Estelle, c'est permis. Vous, Jean, vous préférez comparer avant d'acheter? Toujours. Je n'aime pas me faire avoir. Et avec Sofinco, j'ai choisi le bon taux. Oui, celui qui commence à 3,9%. Oui, et ça vaut le coup. Pour votre projet, profitez vous aussi d'un taux exceptionnel. Appelez Sofinco en direct au 0800 503 503. A tout de suite au téléphone. Je dis bravo le veau. Un ossobuco mijoté en piperade et saupoudré de paprika. Ouais, bravo le veau! Dash 2 en 1 Nutritonique, aux extraits naturels d'agrumes. La douceur naturelle de Dash 2 en 1 avec en plus une incroyable fraîcheur tonifiante. Dash 2 en 1 Nutritonique, je me sens bien. T'es 0%? À force d'enlever, à mon avis, il n'y a plus rien de bon. Mais non, c'est tout l'inverse. Dans Panier 0%, il y a plein de bons fruits. Du calcium et pas un gramme de matière grasse. Goûte. Tu surveilles ta ligne, toi, maintenant. Panier de Yoplait 0%, quand c'est bon, c'est facile d'être mince. Et avec Panier 0%, découvrez la saveur des cerises griottes et Bigarreau. En ce moment, c'est Noël avant Noël avec les cartes cadeaux CTLM d'une valeur de 50 €. Jusqu'au 30 novembre, CTLM vous offre une carte cadeau de 50 € si vous profitez du taux exceptionnel de 2,9%. Pour bénéficier de ce taux de 2,9%, appelez le 0800 211 212. Je ne veux pas. Pour aider les personnes seules ou en difficulté, il faut d'abord les entendre. Fondation de France, pour agir, votre don est une force. Aidez-nous. Merci. Les pronostics hippiques, les résultats et rapports, téléphonez au 3213 et dites TURF. État d'urgence pour vos cheveux? Trop desséchés? Bon pour la casse? Fructis crée Oil Repair. Les premiers shampoings et soins réparateurs aux micro-huiles de fruits. C'est prouvé. Fructis Oil Repair répare au plus profond. Les cheveux sont 5 fois plus forts, vraiment plus brillants. Nouveau Garnier Fructis Oil Repair. Garnier, haute technologie naturelle. Retrouvez une soirée de polar sur France 2 avec les magasins Hyper U, Super U, Marché U. Demain soir, dans votre soirée de polar. Je ne veux pas porter plainte, moi. Les inconnus vous passent à tabac et vous laissez faire. Maintenant, ils ont votre adresse, ils recommencent quand ils veulent. S'ils frappent chez vous, vous leur servez un verre aussi? Un viol odieux pousse le lieutenant Bakir dans ses derniers retranchements. Lieutenant! Qu'est-ce que c'est que ces méthodes de cow-boy? On n'est pas au Far West ici. C'est vraiment ta mère que tu voulais tuer ce jour-là? Ou c'est tombé sur elle par hasard? Et face aux mots des adolescents, les avocats tiennent bon la barre. C'est pas rien ce que t'as fait. Pourquoi tu l'as détesté à ce point? Les inédits de PJ et avocats et associés, suivis de la crime, le ton se durcit demain soir sur France 2. Bonjour à tous. En Asie, l'heure est à la mobilisation générale contre la grippe aviaire. En Chine, le virus a fait sa première victime, alors qu'en Indonésie, 2 autres personnes sont également décédées. Quant aux experts internationaux qui sont actuellement réunis aux États-Unis, ils sont de plus en plus inquiets. Yves Ginca. Alors que la campagne de désinfection des volailles bat son plein en Indonésie, on vient d'apprendre la mort de 2 personnes victimes de la grippe aviaire. En tout, 7 Indonésiens ont déjà été tués par la maladie. Du coup, le gouvernement a décidé de renforcer ses contrôles dans tout l'archipel. L'expansion de l'épizootie en Asie est jugée très inquiétante par un groupe d'experts internationaux réunis à New York. Pour ces spécialistes, le monde doit se préparer au pire. Il y a une possibilité réelle pour que le virus de la grippe aviaire se transforme et se transmette à l'homme dans le cadre d'une pandémie de grippe. Quand cela commencera, le monde sera dramatiquement touché. Alors que les experts examinent différents scénarios, en Chine, la situation se détériore. 11 foyers de grippe aviaire ont été découverts. Une jeune paysanne est morte de la maladie. Des villages entiers sont placés en quarantaine. Des centaines de milliers de poulets ont déjà été exterminés.
Pour éradiquer le virus, les autorités chinoises ont lancé une gigantesque campagne de vaccination des 5 milliards de volailles. À Marseille, le conflit à la RTM est toujours dans l'impasse. Les syndicats et la direction de l'entreprise publique n'ont pas réussi à s'entendre. Hier soir, la CGT et la CFDT ont claqué la porte des négociations. La grève des traminots dure depuis maintenant 39 jours. Débat houleux à l'Assemblée nationale autour du budget de l'État pour 2006. Cette nuit, les députés ont adopté la mesure dite du bouclier fiscal. Ainsi, le total des impôts directs nationaux ou locaux sera plafonné à 60% des revenus. Pour l'opposition, cette disposition est une réforme déguisée de l'ISF. Nouveau succès pour Ariane 5. Cette nuit, la fusée a décollé à l'heure prévue depuis la base de Kourou en Guyane française. 30 minutes plus tard, le lanceur européen a placé sur orbite ses 2 passagers, des satellites de télécommunications, pour un poids de plus de 8 tonnes, une charge record. Enfin, à Monaco, c'est aujourd'hui que sont organisées les cérémonies officielles d'intronisation d'Albert II. Les grands corps de l'État monégasque lui rendent depuis ce matin leurs hommages dans la salle du trône, devant plusieurs dizaines de hauts fonctionnaires de la principauté. Deuxième temps fort de cette intronisation, samedi prochain, jour de la fête nationale, 16 délégations étrangères participeront à une grande messe pour le prince dans la cathédrale de Monaco. Voilà, fin de ce journal, accessible aux sourds et aux malentendants. Prochain rendez-vous avec l'actualité, le journal de 13h, présenté par Élise Lucet. D'ici là, bonne fin de matinée à tous et à demain. Ce soir, dans Envoyé spécial, documents. État des lieux. Murs lézardés, plafonds effondrés, cafards et rats à tous les étages. Voyage dans une France insalubre, celle des mal logés. Carnet de route. Destination Jolo, célèbre pour ses enlèvements, reportage exclusif dans cette île du sud-est asiatique, devenue l'un des bastions du terrorisme international. L'arrivée au camp se fait sous les regards hostiles. Chaque étranger est considéré comme un espion. Nous représentons aussi la promesse d'une belle rançon pouvant aller jusqu'à $1 million. État des lieux et destination Jolo, c'est dans Envoyé spécial, ce soir sur France 2. Tiens, j'ai une petite faim, moi. Moi aussi, j'ai une petite faim. Ah non, il n'y a plus qu'un Kinder Bueno. Tiens, t'as qu'à prendre ça. Ah non, c'est trop lourd, ça. Et ça, c'est des céréales aux fruits. Ah non, j'aime pas ça. Ah bah tiens, il y a un Kinder Bueno. Attends, tu permets, je l'ai vu le premier. Bah, Je l'ai repéré hier soir en partant du bureau. Mais depuis quand tu restes le soir au bureau, mais toi? parce que je reste au bureau, enfin, tu vas pas me parler des heures supplémentaires. Non, rien du tout. Alors, ne fais pas l'enfant, s'il te plaît, je l'ai vu en Ne fais pas premier. l'enfant. Kinder Bueno, un cœur au lait et aux noisettes, du délicieux chocolat et une gaufrette légère et croustillante. Kinder Bueno, le plaisir qu'on s'offre pour les petites fins. Combien de réconfort? 4 cuillères. 2 cuillères. 3 cuillères. Avec le nouveau Maxi pour Roaco, vous pouvez choisir votre dose de réconfort et de saveur. Roaco à teneur garantie en réconfort. Faites voyager vos sens avec la nouvelle soupe à la taille et la gamme autour du monde de Roaco. La complémentaire santé d'Aviva Direct rembourse vos frais de santé vite et bien. Avec des forfaits très intéressants pour vos lunettes et vos lentilles. Jusqu'à 300% du tarif de la Sécu pour vos couronnes dentaires. Et rien à avancer pour vos médicaments. Pour recevoir une documentation gratuite sans engagement, appelez vite le 0800 820 820. 0800 820 820. En plus, on vous rembourse 3 fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voici Léo et son jeu vidéo. Voici Tom et sa V-Smile Pocket. Léo écrabouille des ennemis, il n'apprend rien. Tom, lui, s'éclate avec sa V-Smile Pocket. Il apprend la logique, les lettres, les maths et en plus, la V-Smile Pocket se branche sur la télé. Génial, non? V-Smile Pocket, une console de jeu intelligente. VTech. Alors Léo, ça rentre? Hé, toi, viens danser avec moi sur Pinocchio en hiver. J'ai fait un rêve hier, Pinocchio en hiver. Pinocchio en hiver, le nouveau tube de Pinocchio. Enfin disponible. Non, Luc, je suis ton père. Mikado, restons légers. Prêt pour une nouvelle partie? Avec le nouveau Mikado chocolat caramel. Bon appétit.
appétit. Oh, mais dis donc. C'est Bombay. Ah non, c'est royal. Merci. 3 variétés de riz différentes. C'est un vrai repas. Qu'est-ce que t'as mis comme épice? Plein de trucs en fait. Tandoori. Il y a aussi du curcuma. Oh, il était déjà dedans, le curcuma. C'est le dîner à l'indienne de notre petite reine. Il est big. Les légumes, on y prend goût.